is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce live des Chroniques d'Alira. Je suis Jérémy Wauquiez, le président d'Alira. Et aujourd'hui, on est très bien accompagné puisque, en plus des chroniqueurs habituels, on a deux nouvelles têtes qui font leur apparition. On va commencer par notre invité, TK Mining. Est-ce que tu veux te présenter en une minute ? Écoute, premièrement, merci pour l'invitation et bonjour à tous. Moi, c'est Monsieur TK, effectivement, et je suis créateur de contenu spécialisé dans tout ce qui concerne le minage, les nodes, les masternodes, le staking, etc. Et je possède une chaîne YouTube et un compte Twitter où je partage un petit peu toutes ces choses avec des tutos, des explications, tout pour commencer, entre guillemets, en partant de zéro, quoi. Voilà. Trop bien, merci beaucoup. Et on accueille aussi aujourd'hui Jérôme Hortelano, qui est un nouveau venu dans l'équipe d'Alira. Est-ce que tu veux te présenter, Jérôme? Enfin, nouveau venu depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, mais c'est tes premières chroniques. Ah, Jérôme, je ne sais pas si on t'entend. Ou alors si oui, c'est tout à fait. Jérôme. Bonjour à tous. J'ai des problèmes de connexion en son, mais je suis ravi d'être là avec vous. Et d'abord, est-ce que vous m'entendez? Merci. 1, 2, 3. Oui, on t'entend, c'est bon. Non? C'est bon ou pas? Ouais, on t'entend très bien, ouais, nickel. Et on a également aujourd'hui avec je suis ravi d'être rejoint à Alira. Voilà. Trop cool. Il doit y avoir un décalage, à mon avis. Ouais, on a un petit lag. Un petit lag. Et on a du coup aujourd'hui avec nous également Daniel, Gaëtan et Virgile, que vous connaissez bien, notre directeur pédagogique, notre formateur référent pour consultants et pour DeFi, et notre rédacteur préféré. Voilà, toute la team au complet aujourd'hui, pour vous parler d'un sujet ô combien important, puisque aujourd'hui on va centrer la conversation sur le fait de participer aux blockchains. On dit souvent que les blockchains sont des technologies décentralisées. Décentralisé, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que chacun d'entre nous peut en avoir un petit morceau. Chacun d'entre nous peut participer à la fois au projet, peut participer à sa gouvernance, peut participer à son fonctionnement sur le plan technique. Et donc ça, pour le faire, en fait, il faut le faire. Il faut se mettre un peu les mains dans le cambouis informatique. Donc aujourd'hui, 3 grands sujets qu'on va voir ensemble. On va vous parler tout seigneur, tout honneur de Bitcoin, pour voir comment vous pouvez participer à Bitcoin même aujourd'hui. On va vous parler de Ethereum et on vous parlera finalement des autres blockchains et notamment, TK, tu pourras nous partager ton expérience sur le minage de tout un tas de coins aussi divers que variés. Mais commençons du coup par Bitcoin, encore une fois la première des crypto-monnaies. Est-ce qu'on peut encore participer à Bitcoin aujourd'hui? On a parfois cette image que c'est aujourd'hui une activité qui est réservée à des professionnels, à des gens comme Sébastien Gouspillot qu'on salue, qui du coup déploient des fermes d'ASICS
et qui minent de manière vraiment industrielle, quoi. Ils se mettent au pied des barrages, bam, ils minent du Bitcoin. Est-ce que c'est devenu que ça aujourd'hui, le minage de Bitcoin? Est-ce qu'il est impossible pour le kidam moyen qui n'a pas ses deux parents qui travaillent chez EDF ou qui n'habite pas au pied d'un barrage de miner du Bitcoin? Est-ce que c'est encore possible ou pas? Comment on fait? Bon, je pense qu'on peut laisser à TK la primeur de la réponse. Alors, TK, est-ce que tu as Et, une éolienne chez toi? J'en ai plusieurs même. Plusieurs et des panneaux solaires. Mais pour répondre à la question, en fait, je pense qu'il faut distinguer deux choses au niveau du minage. Tu as souligné un point important. Il y a le fait de participer au réseau. Et ça, participer au réseau, le fait de participer au minage de Bitcoin, ça reste accessible à n'importe qui. Vraiment, n'importe qui peut faire du minage de Bitcoin. Par contre, le faire de façon rentable, avec vraiment cette optique alors de se dire je le fais de façon à essayer de gagner un maximum d'argent, là par contre ça va être beaucoup plus compliqué. Effectivement, en tout cas en Europe, avec les tarifs électriques que l'on a actuellement et les complications qu'on peut avoir, notamment si on veut commencer avec des grosses installations en Europe, ça peut être très compliqué. Mais participer, j'ai envie de dire, n'importe qui peut avoir un ASIC, donc c'est une machine dédiée justement pour participer au réseau de Bitcoin, faire du minage de Bitcoin. N'importe qui peut en avoir une. Je veux dire, il suffit de l'acheter. Bon, actuellement, elles sont pas encore trop chères, hein. On peut trouver ça aux alentours de 3 000 €. Ça reste quand même un budget, mais par rapport à un moment donné, c'est beaucoup moins cher. Et vous pourrez participer au réseau Bitcoin et vous apporterez votre petite pierre à l'édifice. Par contre, il est certain que si vous dites je veux en faire mon métier, je veux gagner de l'argent avec ça, je veux le faire de façon industrielle, effectivement, à ce moment-là, si on a vraiment cette optique de rentabilité, il faudra se destiner alors vers des solutions, comme tu l'as très bien dit, avec des avantages, que ce soit en se mettant derrière des barrages, en récupérant des gaz, notamment qui peut être réemployé, etc., etc. Donc voilà. Mais réellement participer avec du minage de Bitcoin, c'est bien entendu possible. Ok. Est-ce que si on veut le faire dans une optique pas forcément de gagner de l'argent, mais disons de souveraineté, tu vois, genre je veux avoir mon propre nœud, comment est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avoir mon propre nœud chez moi sur lequel, par exemple, je peux envoyer des transactions en direct, sur lequel je peux auditer la blockchain, enfin, vraiment plus dans une optique de souveraineté, comment est-ce qu'on peut faire? Alors là, c'est vraiment deux choses différentes. Parce que moi, c'est vrai que je me suis concentré sur le minage de Bitcoin, donc qui est le travail justement des mineurs de faire avancer la blockchain, d'ajouter les blocs à cette blockchain, d'intégrer les transactions dedans, etc., etc. Et effectivement, d'autre part, il y a ce qu'on appelle chez Bitcoin, ça porte le nom de full node Bitcoin. Alors il y a d'autres types de nodes, hein. Il y a aussi les light nodes, les prudent nodes, etc. Mais on va rester sur le full node Bitcoin. Et le full node Bitcoin, son objectif principal, c'est d'être une copie parfaite de la blockchain Bitcoin au jour le jour, enfin seconde après seconde, heure après heure, etc., etc. Et effectivement, là dans ce cas-là, il n'est plus question d'avoir des machines de minage, des problèmes d'électricité, etc., etc. Puisqu'effectivement, à partir du moment où on veut monter un full node Bitcoin, ça coûte vraiment pas cher, hein. Je veux dire, la plupart des gens le font même soit sur des petits PC, soit des mini ordinateurs type Raspberry Pi, etc., etc. Donc pour une centaine d'euros à la limite, vous pouvez avoir votre full node Bitcoin à la maison. Et effectivement, à ce moment-là, vous participez également à la décentralisation de Bitcoin, non pas par son minage, comme on vient d'en parler, mais plutôt par le système d'avoir une copie inaltérable de la blockchain Bitcoin sur votre machine, et vous participez ainsi au bon fonctionnement également du réseau. Et cette différence, elle est vraiment fondamentale parce qu'en fait, avoir un nœud sur le réseau Bitcoin, c'est aussi faire sécuriser le réseau en tant que tel. En fait, quand vous avez un nœud sur Ethereum, vous allez valider toutes les transactions qui ont lieu sur le réseau, tous les blocs qui ont lieu sur le réseau. Vous allez participer au choix des forks au final. Vous n'allez pas transférer des transactions ou des blocs qui sont sur un fork que vous considérez invalide. Donc, on participe quand même fortement à la sécurité du réseau en ayant un nœud. Même si on n'est pas mineur, ce qui est quasiment impossible aujourd'hui en tant que particulier, avoir un nœud en tant que tel, c'est vraiment participer et contribuer au réseau. C'est pas juste avoir sa copie chez soi, c'est vraiment le protéger en tant que tel. C'est en plus hyper avantageux d'un point de vue confidentialité des transactions. Quand vous faites en fait une transaction sur Bitcoin, si vous n'avez pas votre propre nœud, vous envoyez votre transaction à un nœud tierce auquel vous faites un peu confiance avec quelques infos personnelles, comme votre adresse IP, etc., etc. Si vous avez votre propre nœud Bitcoin, vous êtes vraiment hyper confidentiel. Personne ne sait d'où vient votre transaction. Et donc, c'est assez important pour les plus aficionados de l'aspect privacy et sécurité. C'est un avantage non négligeable, surtout quand on sait qu'on peut avoir un nœud Bitcoin pour, comme tu l'as dit, TK, une centaine d'euros maximum, quoi. Donc, c'est vraiment, je pense aujourd'hui, si on veut faire un nœud, c'est sans doute la blockchain qui est la plus accessible. Ça ne demande pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de moyens.
TK va vous montrer justement sur quoi il a réussi à faire tourner un nœud. Mais c'est vraiment la première blockchain sur laquelle on peut se lancer pour faire un nœud. T'as de quoi? T'as un petit matos, je crois, à nous Ouais, montrer, bah, justement, qui est très en fait, sympa. effectivement, donc, comme on l'a dit, hein, donc soit vous partez sur le minage, soit vous partez sur le full node. Et en fait, le full node, ce qui est bien, c'est comme tu as bien fait de le dire, ça fonctionne à peu près sur tout, n'importe quoi. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir une machine de dernière génération qui coûte très cher, hein. Donc, comme je disais, la plupart des gens les montent sur des Raspberry Pi, ce qui sont des machines vraiment avec le minimum syndical au niveau de l'aspect hardware. Donc, vous avez un petit processeur, un petit peu de RAM, de l'espace de stockage, etc., etc. Et c'est déjà largement suffisant. Et en fait, moi, dans mon cas, j'aurais pu faire, comme beaucoup de gens, le monter sur un Raspberry Pi parce que c'est vraiment cool, c'est vraiment simple. En plus, maintenant, on a même des systèmes d'exploitation qui sont pensés pour faciliter l'installation de ce type de nœud sur notamment les Raspberry Pi. Le système d'exploitation s'appelle Umbrel, c'est 100% gratuit, open source, etc., etc. Donc, vraiment un must-have. Et moi, dans mon cas, la solution Raspberry Pi, c'était, je la trouvais très bien, mais j'avais envie de faire un peu les choses différemment parce que je voulais quelque chose qui soit portable, transportable, nomade. Et dans mon cas, en fait, j'ai installé mon full node Bitcoin. Donc ça, c'est un disque dur externe, hein, comme on peut acheter n'importe où dans le commerce. C'est un disque dur de 2 Tera. Dans mon cas, bon voilà, il y a 2 Tera. Vous avez 1 Tera, vous êtes déjà très large, hein, donc il n'y a pas besoin de plus. Et moi, en fait, j'ai fait toute l'installation de mon node Bitcoin là-dessus, avec vraiment un système d'exploitation bootable. Ça veut dire que donc dès que je le branche à une machine, le système démarre. Enfin, j'ai le choix de choisir de démarrer sur la machine ou sur mon node Bitcoin. Et en fait, ça fait que je peux aller n'importe où avec mon node Bitcoin. Bon là, forcément, comme il est déconnecté, là il est offline, donc il faudra que je synchronise les derniers blocs. Mais une fois que c'est synchronisé, synchroniser les derniers blocs, sur Bitcoin, il y a un bloc toutes les 10 minutes. Ça va relativement vite. Après le live, je le rebranche, hein, donc voilà. Et ça, le disque dur, ça m'a coûté 50 euros. Donc voilà, c'est le genre de solution très facile, très simple à mettre en place, quoi. Pour revenir un peu en détail sur l'aspect nécessaire, je crois, tu me dis si je me trompe, qu'il faut environ 500 gigas aujourd'hui à peu près de disque dur, et un HDD suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir un SSD de mémoire pour Ouais, Bitcoin. c'est ça. C'est ça, et avec 1 ou 2 gigas de RAM maximum, tu fais tourner la blockchain de mémoire, hein, c'est ça. Hein. Ouais, il faut, je pense, un processeur 2 cœurs, au Ouais, c'est moins ça. 2 gigas de RAM, et comme tu dis, 500 gigas. Bon, la blockchain Bitcoin est à 480, quelque chose comme ça, donc ça commence, 500, ça C'est va être ça. un peu limite, mais Ouais, en parce gros, que ouais, elle vas-y. gagne 1 giga par semaine de mémoire en taille à peu C'est ça. près. C'est ça. Hein, ouais. Donc si tu veux Donc, anticiper un petit peu, il vaut mieux dépasser les 500. et au niveau du matos, c'est vraiment, enfin, je veux dire, n'importe qui a un PC portable un peu récent, un ordi un peu récent, vous avez largement de quoi dépasser ces specs-là. Et forcément, plus vous avez une machine puissante, plus la vitesse d'exploitation, enfin, du système va être rapide. Effectivement, si vous avez une machine de guerre, la synchronisation sera beaucoup plus rapide que si vous faites ça sur un vieil ordinateur. Mais encore une fois que c'est synchronisé, ça demande vraiment plus rien au niveau ressources. Ça consomme pas d'énergie, quoi. C'est 5 ou 10 watts un Raspberry Pi, je pense. Donc, ça va vous coûter 2 euros par mois, même pas d'électricité pour faire tourner votre node. C'est clairement pas ça qui va vous mettre dans le mal, quoi. Est-ce qu'on C'est est un point obligé valable. d'avoir on est obligé d'avoir Vas-y. l'intégralité du nœud pour pouvoir être validateur ou on peut avoir des nœuds légers, comme ça existe parfois dans certaines autres plateformes? Il y a des light nodes sur Bitcoin, effectivement, où tu as les dernières transactions. Maintenant, je t'avoue que ça, je connais pas bien parce que moi, voilà, je suis parti sur le full node. Je suis pas là-dessus, je pourrais pas en dire plus, quoi. Bah, l'idée du Lightnode, en fait, c'est que tu télécharges pas l'historique complet de la blockchain, tu as juste C'est besoin ça. du state de l'état de la blockchain et il fait environ, c'est tous les UTXO state, en fait, c'est l'arbre des UTXO sur Bitcoin. Ça fait environ 7 gigas de data. Donc, avoir un Lightnode Bitcoin, c'est avoir besoin uniquement de 7 gigas plutôt que les 500 dont on vient de parler. Et c'est avoir besoin d'un peu moins de puissance de calcul et de RAM également. Donc, ça change pas beaucoup au niveau CPU et RAM, mais ça change beaucoup au niveau data, en fait, parce que tu n'as besoin que de 7 gigas pour avoir le state de la blockchain. C'est à peu près ça la grosse différence. Si on devait résumer. Alors, il y a différents types de Lightnode, mais si on résume très rapidement, c'est un peu ça l'idée. Il y a Tikalis qui demande est-ce que ton disque dur TK il embarque l'OS du coup directement? Donc tu as l'OS qui est installé Ça. sur le disque et le node, c'est ça? C'est ça. En fait, donc là-dessus, c'est un Ubuntu 20.06, je crois. Et en fait, il y a directement le système d'exploitation en autoboot, plus le node via Umbrel qui est dessus. Ce qui fait qu'à partir du moment où je le branche sur mon PC, ici, mon PC fixe, un PC portable, entre guillemets, à partir du moment où je sais me connecter en USB et booter sur le disque dur, ça démarre automatiquement, quoi. C'est excellent. Et on n'a pas précisé qu'il faut une connexion Internet, tout ce qui est le plus normal. Un Wi-Fi Oui, classique, un ADSL suffit. Il n'y a même pas besoin d'être fibré pour, une blockchain, pour la blockchain c'est clair. Bitcoin.
Pour d'autres blockchains, vous aurez besoin d'être fibré. La DSL ne suffira pas, quoi. Yes. On a Jika qui demandait ton avis sur le Nerd Miner. Alors le Nerd Miner, là, on change complètement de registre, on repart dans le minage de Bitcoin, et en fait, c'est tout simplement un petit boîtier qui coûte une trentaine d'euros. On peut même le faire soi-même en commandant les pièces sur AliExpress, mais maintenant, vous avez des gens qui s'en occupent de les monter pour vous. Et en gros, c'est ce qu'on appelle un ticket de loterie. Donc en gros, vous avez une chance sur je sais plus combien de milliards de valider un bloc, mais les gens achètent ça pour le fun parce que vous participez au réseau. La puissance est quasiment nul. Donc les gens ne le font pas pour se dire je vais gagner de l'argent avec ça. Mais en fait, ils le voient comme un ticket de loterie qui se relance toutes les 10 minutes avec la possibilité, mais qui est infinitésimale, que le Nerd Miner, donc le petit ASIC, si je puis dire, valide à un moment donné un bloc et donc ils empochent les 6,25 BTC avant halving. Mais la probabilité, je pense, je ne sais plus exactement, mais en gros, vous avez plus de chances de gagner 2 fois de suite à l'euro million que de valider un bloc avec ça. Mais pour le fun, pour 30 balles, on s'amuse. Voilà. Why not? Après, sur la blockchain Bitcoin, c'est déjà arrivé des tirages de blocs sur des. C'est vrai, c'est pour ça. T'es mauvaise langue, TK, t'es mauvaise langue. Hein. Bah, si vous gagnez 2 fois l'euro million, il valait peut-être mieux jouer 2 fois l'euro million que de valider un bloc sur Bitcoin à ce moment-là. C'est vrai que je pense que personne n'a gagné 2 fois l'euro million d'affilée. Par contre, pour l'instant, ça, c'est jamais arrivé dans l'histoire. Peut-être reparler du minage de Bitcoin un peu. Peut-être Jérôme, tu peux nous partager un peu ton expérience que tu as eue sur le sujet, si jamais ta connexion est revenue parmi nous. Je ne sais pas si tu nous entends. Il y a toujours un décalage. Désolé, c'est vraiment catastrophique. Pas de souci. C'est vraiment catastrophique, je suis désolé. Ah, voilà ce qui arrive quand on mine pendant la journée. Voilà, c'est l'exemple. Tu peux éteindre tes mineurs pendant les lives, Jérôme. Non, moi j'ai un petit partage que je voudrais faire avec TK par rapport justement à ce nœud léger. Il ne faudrait pas qu'à un moment donné on discute un peu avec ceux qui s'occupent du corps d'Android pour leur dire est-ce que vous pouvez intégrer le nœud léger dans tous les Android et que tu puisses demander à le désactiver et que par défaut il soit activé. Imaginez une seule seconde. Si iPhone le fait, vous imaginez. Imaginez à une seule seconde en fait que la décentralisation et la validation de ces blockchains pour un temps soit peu que des applications importantes reposent dessus, soit gérée de manière invisible et transparente par tous les OS de smartphones. Vous imaginez le délire? Parce que comme tu l'as dit, c'est 2 gigas, donc Incroyable. pour un smartphone moderne, 2 gigas, ça serait quasiment rien. Tu sécurises tout ça, tu balaides d'un revers de main tous les problèmes de décentralisation qu'il y a à ce niveau-là. Enfin, il y a un truc à y réfléchir. Hein. Je pense que Voilà. pour rompre 2 ou 3 personnes qui gèrent le GitHub d'Android, il y a moyen de passer quelque chose. Hein. On manque encore de technologie. En fait, ça marcherait au niveau des gigas, parce que 7 gigas, c'est rien. Par contre, ça exploserait la batterie de ton téléphone. C'est-à-dire que ton téléphone ne serait plus capable de tenir les 16 heures dont tu tiens. Non, mais tu mines pas le Lite. Non, mais même le Light Note. D'accord. C'est-à-dire qu'il a besoin quand même d'être connecté à Internet un peu régulièrement pour uploader, pour downloader, et ça défoncerait ta batterie. Donc, il y a des travaux qui sont faits et qui sont en cours de travail. Alors, je sais, sur Ethereum, il y a des travaux qui sont faits. Je ne sais pas trop sur Bitcoin, pour te dire la vérité, pour justement être capable de faire tourner des nœuds légers qui ne consommeraient pas autant de batterie. À long terme, en faisant moins de requêtes, moins fréquemment, etc. Mais c'est prévu pour dans plusieurs années. Mais j'espère un jour, ce serait exceptionnel qu'on puisse l'avoir sur effectivement un Android par défaut ou un iOS par défaut. Et on aurait tous nos téléphones avec des nœuds légers. Ça n'enlève pas qu'il faut des nœuds complets à côté. Hein. C'est hyper important d'avoir des nœuds complets. Parce que les nœuds légers, en fait, s'appuient sur les nœuds complets. Mais ça aiderait grandement à la décentralisation du réseau. Tout à fait. Moi, j'aimerais l'avis de TK sur le minage, justement. On l'a dit au début, aujourd'hui, en tant que petit particulier chez soi, on ne peut plus être mineur et être rentable. On peut le faire pour le fun, comme tu l'as dit, mais on n'est plus rentable. On a du coup une forte centralisation quand même du minage, globalement, et il y a une vraie économie d'échelle avec le minage qui fait que plus tu as de machines et plus tu as un gros data center pour toi, si tu veux, plus tu es rentable. Est-ce que ça ne te fait pas peur, cette centralisation du minage actuellement sur Bitcoin ? Alors, la centralisation, tu fais bien d'en parler parce que, en tout cas, quand on parle de minage de manière générale de crypto-monnaie et principalement dans le cas de Bitcoin, il faut imaginer donc d'une part qu'il y a effectivement d'un côté les mineurs, on va parler ici des fermes de minage qui ont donc les machines et autres, et puis il y a aussi un autre acteur qui intervient qui est le pool de minage. Alors pour faire très simple, un pool de minage c'est quoi? C'est tout simplement un rassemblement de mineurs qui plutôt que chacun se mette dans son coin, puisqu'encore une fois je vous rappelle que les mineurs sont en concurrence pour la validation des blocs et donc ils se font concurrence l'un à l'autre, plutôt que de se
entre guillemets, se tirer dans les pattes en se disant non, c'est moi qui vais valider, non, c'est toi, eh bien, la plupart des mineurs vont se regrouper dans des pools, ils vont former des sortes de conglomérats. Et là, à partir du moment où un bloc est validé, le bloc est partagé entre tous les mineurs qui ont participé à cette validation. C'est intéressant pour même les très grosses fermes de minage de participer de cette façon, puisque ça leur permet d'avoir, entre guillemets, un revenu régulier. C'est-à-dire que, ok, c'est sympa de valider peut-être un bloc toutes les 2 semaines, mais c'est mieux, entre guillemets, de toucher peut-être 10 blocs sur 2 semaines en touchant une plus faible partie. Ça permet d'avoir un revenu régulier. Et alors là où effectivement on parle de centralisation du minage, c'est pas directement les fermes, c'est le fait que ces fermes rejoignent un pool de minage. Et effectivement, là j'étais justement en train de regarder en discutant de cela. Actuellement, donc là sur Bitcoin, on a Foundry Digital qui détient plus ou moins 28%, on a Antpool qui appartient à Bitmain, qui est le plus gros fabricant au monde de machines de minage, qui a 25%, on a F2Pool qui a 12%, et puis après ça part en truc. Donc, on remarque quand même qu'avec 3 grosses poules de minage, on a plus de 50% de la puissance de minage qui est aux mains de ces poules de minage. Mais ce qui est très bien là-dedans, c'est que pour un mineur, donc une ferme, sélectionner un pool et changer de pool, ça se fait entre guillemets très facilement. C'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Voilà. Mais donc, c'est ça qui évite. Le pouvoir reste vraiment aux mineurs en vérité. S'ils veulent bouger parce qu'une poule a pris trop d'importance, bam, ils bougent et en 2 minutes, la poule rebaisse en influence. C'est ça. Ça, et TK l'a très bien expliqué, il faut toujours différencier la centralisation des poules de minage et de celle des mineurs, parce que des fois on utilise un peu les mots pour dire la même chose, les gens pensent qu'on parle des mineurs en parlant des poules, et c'est vraiment pas le cas. Néanmoins, on a vu par le passé quand même des poules de minage qui frôlaient avec les 50%, et les mineurs étaient un peu longs à dire « Ah bon, du coup je change, je vais dans une autre poule ». C'est vrai. C'est vrai qu'en cas d'attaque, ils le feront très très rapidement, je pense, mais on se pose juste un peu la question de bon, qu'est-ce qu'ils attendent pour changer de poule, quoi. Dépêchez-vous les gars, quoi. Enfin... En cas d'attaque, ils vont le faire parce qu'ils ont investi du matos. S'il y a une attaque, sûr. le cours du machin s'effondre, donc c'est tout leur business qui s'effondre. Enfin, à un moment donné, ils sont sur la même branche. Donc oui, d'une certaine manière, ils veulent pas. Enfin, s'il y a bien une personne qui veut pas qu'il y ait d'attaque à 51%, c'est l'énorme majorité des mineurs qui remplissent les poules. Tout à fait. C'était juste pour dire qu'effectivement, c'est moins centralisé qu'on le pense, parce que c'est les poules qui sont centralisées et moins les mineurs, mais quand même réaffirmer qu'aujourd'hui, le minage est quelque chose presque d'institutionnel et que malheureusement, nous, pauvres particuliers, on ne peut plus trop y participer, quoi. Ce qui n'est pas le cas d'autres blockchains où vous, pauvres particuliers, vous pouvez être validateur, et on en parlera, j'en pense juste après, quand on c'est une excellente transition, très cher Gaëtan, franchement, bravo. Là. Alors celle-là, elle était aux petits oignons, bravo. Puisqu'il n'y a pas que Bitcoin dans la vie, il y a aussi Ethereum. Et sur Ethereum, comme sur Bitcoin d'ailleurs, le kidam moyen peut en vérité participer. Il n'y a pas besoin d'être un énorme capitaliste ou un énorme plein de jetons ETH. On peut participer de plein de manières différentes. Alors, on peut aussi participer si on a plein de jetons, on verra comment. Mais en tout cas, n'importe qui peut participer sur Ethereum. Est-ce que tu veux nous dire comment, Gaëtan, et présenter un petit peu les différentes solutions qui existent aujourd'hui pour monsieur, madame, tout le monde? Yes, je commence par une petite intro, puis je laisserai les autres compléter. Alors déjà, l'idée est la même que sur Bitcoin. Il faut différencier sur Ethereum la personne qui fait juste tourner un nœud, donc le nœud, de la personne qui exerce un travail de validation, puisqu'on ne parle pas de minage, mais de validation sur Ethereum. On est en proof of stake. Et on peut être soit l'un, soit l'autre. Enfin, on peut être soit l'un, soit les deux, en fait. Parce que quand on est le deuxième, on est forcément le premier. Donc, dans un premier temps, vous pouvez tous être un simple nœud Ethereum. Donc, un nœud Ethereum, c'est quelqu'un qui ne valide pas les blocs, qui ne participe pas à la proof of stake, mais qui va de la même manière que Bitcoin avoir une copie de la blockchain entière chez lui sur son nœud, être capable de vérifier les transactions et de vérifier les blocs, donc de vérifier l'authenticité de la blockchain, de participer au choix des forks, être capable d'interagir avec son nœud quand il fait des transactions pour avoir un respect de sa vie privée. Bref, exactement la même chose que sur Bitcoin tout à l'heure. C'est à peu près les mêmes propriétés quand on fait tourner un nœud sur Ethereum, quand on fait tourner un nœud sur le Bitcoin. La différence, c'est que c'est un peu plus lourd de faire tourner un nœud sur Ethereum. Ça demande un peu plus de matos. On y reviendra juste après. Je ne vais pas en parler de suite. Je pense que TK pourra nous en dire un peu plus. Et le deuxième rôle, du coup, c'est le rôle de validateur. Être validateur, c'est avoir un nœud, mais c'est en plus avoir en enjeu de l'argent, notamment des coins, donc des Ethers. Et il faut avoir 32 Ethers pour créer un validateur logique. Donc en fait, sur la blockchain Ethereum, on a divisé, on va dire, les personnes qui sont acteurs du consensus en validateurs logiques. Il y en a 800 000 à peu près aujourd'hui sur Ethereum. Et chacun de ces validateurs a mis en jeu 32 Ethers.
Donc, vous pouvez faire que des multiples de 32 Ethers. Vous pouvez faire un validateur de 32, vous pouvez en faire 2 si vous avez 64 Ethers, mais vous ne pourrez pas faire un validateur de 48 Ethers. Du moins, pas pour l'instant. Ça va arriver, mais pour l'instant, on est bloqué à cette limite de 32. Du coup, pour être validateur, il faut minimum 32 Ethers. Si vous avez moins de 32 Ethers aujourd'hui, vous ne pouvez pas être validateur par défaut, sauf en utilisant des solutions qu'on verra juste après, comme Rocket Pool ou comme Lido. Mais je pense qu'on ne va pas démarrer par ça. Ça, c'était pour donner une vue de haut niveau de ce qui était possible de faire sur Ethereum. On va peut-être commencer par les nœuds, avec qu'est-ce qu'il faut au final comme matériel et comme connexion Internet pour être un nœud sur Ethereum aujourd'hui. Ouais, carrément. Et puis on peut peut-être répondre à la question de Vortas aussi. Ça amène quoi? Parce que c'est quand même le centre de notre sujet, quoi. Ça amène quoi de participer à la décentralisation concrètement? Pourquoi est-ce que j'irais regarder à gérer un nœud chez moi? Quel intérêt? Effectivement, peut-être que je vais laisser d'autres personnes répondre. Marc, je ne vais pas monopoliser la parole. Peut-être que si Virgile et Daniel, vous voulez participer. Moi, je peux un peu troller, je peux dire que ça rend le monde meilleur. Non, c'est en fait la réponse est la même que qu'est-ce que ça amène concrètement de voter. Voilà, ce que ça amène concrètement de voter, c'est d'une certaine manière avoir son mot à dire dans la direction de son pays. Là, en fait, participer à la décentralisation, c'est de se dire que j'ai installé le matériel, je suis d'accord avec cette version-là du protocole, donc en ayant cela, que ce soit un nœud léger ou un nœud lourd, je participe des gens qui, d'une certaine manière, par leur matériel, votent pour dire qu'on veut que ce soit comme ça. On veut que ce soit ce protocole-là et ces règles-là qui soient appliquées. Effectivement, ça veut dire que d'une certaine façon, on doit se sentir un peu impliqué par la question. Ça veut dire qu'il y a le fait qu'on va valider des blocs d'une manière ou d'une autre et par conséquent avoir des sous. Et un rapport, on va dire, un rapport directement pécunier. J'aurais tendance à dire qu'avoir un nœud léger, c'est presque d'une certaine manière un acte de néo-citoyen. C'est le fait de se dire, ce système-là, je l'utilise. Par exemple, ça peut être aussi l'intérêt de pouvoir envoyer ces transactions par ce nœud-là et pas pouvoir être tracé si on veut vraiment avoir un supplément de vie privée. Ça peut être un cas. Mais la question, c'est de se dire, d'une certaine manière, ce système-là, je l'utilise, je veux qu'il soit maintenu selon ces règles-là, je participe comme ça d'une certaine manière avec un nœud léger au maintien de ces règles-là. Donc c'est la même raison pour laquelle on vote. On vote parce qu'on veut que notre pays aille dans cette direction-là. Là, en fait, se décentraliser avec un nœud léger, en tout cas de mon opinion, c'est une manière de voter. Et d'être acteur. Yes, merci beaucoup. Bon, alors, du coup, revenons sur Ethereum. Alors, est-ce qu'on peut peut-être présenter les différentes modalités de participation en fonction du niveau d'investissement qu'on a envie d'avoir dans le protocole, Gaëtan? Ouais, tout à fait. Alors déjà, on va démarrer par être un nœud tout court. Donc, être un nœud, ça demande 0 Ether. Il n'y a pas besoin d'Ethereum pour faire un nœud sur Ethereum. Il n'y a pas besoin du tout d'Ether. Par contre, il y a besoin de matériel informatique. Et ce matériel informatique, il va vous coûter environ... tout à l'heure, on a parlé d'environ 100 € sur Bitcoin. On est plutôt entre 500 et 800 € sur Ethereum. Qu'est-ce que ça représente en termes de matériel? Donc, il vous faut 2 Tera de SSD. Et pas de HDD, là ça marche pas le disque dur classique contrairement à Bitcoin. Et 2 Tera de SSD, ça a déjà un certain coût. Alors je connais pas le coût par cœur, hein. Peut-être que TK tu l'as toi, mais c'est 150-200 €, je pense, quelque chose comme ça pour 2 Tera de SSD. Ouais, à mon avis, tu dois être entre 100 et 150 €, oui. Ouais, voilà. Puis ça baisse très vite, mais c'est environ 100-150 € aujourd'hui. Ensuite, il va vous falloir 8 Go de RAM minimum, et c'est mieux d'en avoir 16, mais 8 Go ça fonctionne. Et puis il va falloir un Core 5 ou un Core 7, quelque chose d'assez moderne en processeur quand même. Donc la plupart du temps, les gens utilisent des NUC. Donc des NUC, c'est des petits PC faits par Intel qui ont justement déjà qui consomment très très peu d'énergie, qui ont ce Core i7 et sur lesquels on peut très facilement venir à la main rajouter son SSD et sa RAM. Et en moyenne, quand vous le faites vous-même, vous en avez pour 700-800 €. Vous pouvez l'acheter tout fait. Il y a des boîtes qui vous le font tout fait pour un peu plus cher du coup. Les plus connus, c'est Dapnode. La plus connue, c'est Dapnode qui vous crée vraiment votre nœud tout seul et qui a déjà même un OS installé dessus qui s'appelle le Dapnode OS, qui permet de très facilement devenir un nœud sur plein de blockchains différentes, dont Ethereum. Mais voilà, si vous voulez le faire vous-même, c'est environ 600 €. En termes de connexion Internet, et vous me dites si je me trompe, à mon avis, vous pouvez le faire en ADSL, mais c'est un peu tendu. Disons que si vous le faites en ADSL, vous risquez d'impacter un peu votre connexion Internet pour votre besoin du quotidien. Votre Netflix, votre télétravail, j'en sais trop rien. Donc, on conseille d'être fibré, mais encore une fois, c'est pas nécessaire, mais c'est mieux d'être fibré. Et ça, c'est l'étape 1, entre guillemets, pour participer au réseau Ethereum, c'est être un nœud. J'ai pas dit de conneries, normalement. Tout le monde valide. On est tout bon.
Ok. L'étape 2, du coup, c'est d'être validateur sur Ethereum. Donc, vous avez votre nœud et maintenant, vous voulez être validateur en plus. Pour être validateur, il faut avoir des Ethers. Normalement, il en faut 32. Donc, la vraie étape d'après, ça devrait être avoir 32 Ethers pour devenir validateur. Mais 32 Ethers, c'est un sacré budget. Ça représente 64 000 $ à peu près environ aujourd'hui. Donc, c'est vraiment pas accessible par tous. Et donc, si on veut être soi-même validateur à la maison, il existe des solutions qui permettent d'être validateur avec moins d'Ethers. Et aujourd'hui, la plus connue, elle s'appelle Rocket Pool. Elle vous permet en fait d'avoir uniquement 8 Ethers au lieu de 32. Et c'est le protocole Rocket Pool qui vous en prête 24 autres. Donc vous avez toujours un validateur de 32, sauf qu'il n'y en a que 8 qui viennent de vous et il y en a 24 qui viennent de Rocket Pool qui vous les prêtent. Ils ne vous les prêtent pas comme ça sans sécurité, hein, ça passe par des smart contracts, etc. etc. Et vous devez mettre en collatéral en plus des RPL, qui sont le token de Rocket Pool, pour un équivalent de 2,4 Ethers de Rocket Pool. Donc au total, ça fait donc une somme qui représente 10,4 Ethers et pas 8, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc il faut 8 Ethers plus 2,4 Ethers de Rocket Pool et avec ça, vous pouvez faire un nœud validateur sur Ethereum. Ça représente du coup 16 000 $ d'investissement aujourd'hui. Ça reste toujours cher, mais il y a plein de gens, dont beaucoup de gens qui nous écoutent sans doute, qui ont dû acheter de l'Ether pour beaucoup moins cher que ça. Et donc si vous l'avez acheté à 200 $ à l'époque, au final, c'était un investissement de 1600 $, quoi, ce qui est largement à la portée de beaucoup. Ensuite, il y a d'autres moyens de participer, mais pas en étant validateur chez soi. Donc, il y a le fameux Lido, mais le fameux Lido, en fait, c'est vous qui donnez des Ethers à d'autres nœuds. C'est pas vous qui êtes nœud validateur, c'est d'autres personnes qui sont nœud validateurs. Et vous donnez vos Ethers à ce protocole-là pour qu'il les prête à ces gens-là. Donc, vous n'êtes pas vous-même acteur du réseau, c'est pas vraiment la même chose. Vous participez pas au consensus et à la décentralisation comme avec Rocket Pool. Donc, ça, c'est assez important de faire la différence. Et ensuite, il y a plein de protocoles qui vont arriver. Donc, il y a Diva, il y a Swell. Il y a Obol, il y a la technologie de DVT qui permet d'avoir un nœud validateur chez soi pour un Ether seulement. Pas besoin d'en avoir 8, mais à partir d'un Ether seulement, vous pourrez participer au consensus d'Ethereum. Et Rocket Pool lui-même va passer de 8 à 4 Ethers dans les prochaines mises à jour. Donc ça va encore diminuer le nombre d'Ethers nécessaires. J'ai été un peu long, mais j'ai donné à peu près le spectre possible pour être validateur sur Ethereum. Non, c'est cool, c'est hyper complet, c'est très très bien. Effectivement, moi, j'invite vraiment les gens qui veulent s'intéresser à ça, qui veulent regarder les choses de près et même qui effectivement n'ont par exemple entre guillemets que 8 ou que 4 Ethers à partir du moment où la mise à jour de Rocket Pool sera faite, à regarder le fonctionnement de Rocket Pool parce que vraiment leur documentation est incroyable, elle est vraiment hyper bien faite. Enfin, moi, je sais que j'ai pu installer un nœud chez moi avec toute la documentation qui était aux petits oignons. Dès qu'on est coincé sur un truc, ils ont une communauté et un Discord qui est hyper réactif. Et ça permet de vraiment mettre les mains dans la machine et de comprendre vraiment de quoi on parle, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça veut dire en fait sécuriser et participer au réseau, quoi. Ethereum est assez peu punitif, hein, même si parfois on dit oui, il y a les inactivity leaks ou des punitions, on se fait slasher si on fait n'importe quoi. Alors effectivement, il ne faut pas faire n'importe quoi, notamment ce qu'il faut surtout ne pas faire, mais ça c'est écrit absolument partout dans la doc, c'est immanquable. Ce qu'il faut surtout ne pas faire, c'est essayer de mettre plusieurs validateurs, plusieurs clients différents qui du coup peuvent vous créer des trucs où vous allez valider plusieurs fois les blocs avec votre validateur. Et alors là, ça c'est carton rouge. Là, vous allez effectivement vous faire dégommer. Mais par exemple, sur des trucs plus triviaux du genre plus avoir d'internet, plus avoir d'électricité, en fait, les pénalités, elles sont très très minimes sur Ethereum. En gros, vous allez perdre l'équivalent de ce que vous auriez gagné si vous aviez été en ligne. Donc, c'est pas grand-chose. Hein. Ça, c'est extrêmement important ce que tu dis, effectivement. C'est qu'en fait, si vous êtes en ligne un jour sur deux, vous ne voulez pas perdre d'argent. Si plus de 50% du temps vous êtes en ligne, vous ne gagnerez pas, mais vous ne perdrez pas d'argent. Donc, c'est vraiment très, très léger comme requirement. Ah, on a. Si vous voulez, c'est la bonne occasion de rebondir sur Monsieur Tega, justement, parce que je souhaitais lui poser la question. Est-ce que tu as déjà testé des solutions de liquid staking et si oui, quel est ton retour d'expérience dessus? Moi, c'était Rocket Pool aussi. Parce que à l'époque, pareil, quand il y avait le choix entre Lido et Rocket Pool, qui ont deux approches différentes, mais au final qui proposent la même chose. Le but, c'est quand même de monter un node. J'étais plus intéressé par la solution de Rocket Pool. Et si je dis pas de bêtises, en plus, ça appartient à All Nodes, Rocket Pool. Et moi, j'ai des nodes chez All Nodes aussi que j'utilise comme système pour d'autres nodes. Donc, à choisir, j'ai préféré aller chez celui que je connaissais le mieux. Donc, moi là-dessus, j'ai pour le peu qu'il y a que j'ai eu, je trouve que c'était extrêmement bien fait. Comme l'a dit Jérémy, si tu suis, comme d'habitude, si tu suis le truc, le tuto à la lettre, tu peux pas vraiment te tromper.
Ouais, ça. Et en complètement, plus, si vous êtes allergique au terminal de commande, parce que je pense que quand vous passez par Rocket Pool directement, il faut quand même pas savoir utiliser un terminal de commande, mais vous avez votre fameux écran noir avec les lignes de commande. DappNode vous permet de faire ça maintenant, même d'utiliser Rocket Pool en plug and play. Donc, c'est littéralement des boutons où vous cliquez, vous téléchargez des clients en cliquant sur des boutons, hein. Il n'y a pas besoin d'interagir avec une ligne de commande à aucun moment. Donc, moi, j'ai ça à la maison, j'ai un DappNode, et je peux vous dire que moi, je suis pas allergique aux lignes de commande, mais je suis pas un grand fan non plus. Et j'étais très content de pouvoir installer des nœuds en cliquant sur des boutons, quoi. Et ça marche aussi pour des nœuds Bitcoin, hein. Donc, c'est vraiment très, très pratique. Ça demande quand même d'avoir un peu de connaissances en informatique. Je vous mentirais si je vous dirais qu'un DappNode, si vous y connaissez rien, vous allez y arriver. Ça demande un tout petit peu de connaissances ou alors un peu de temps pour réussir à comprendre par vous-même. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus facile qu'il y a encore 5 ans, quoi. C'est vraiment accessible à la plupart des gens qui ont un peu un filon tech, quoi. Ouais, complètement. Et sur les clients, là, il y a quelqu'un posé une question sur les clients. Donc, c'est quoi un client? Comment les choisir? On se pose plein de questions quand on se lance sur un node, c'est clair. Donc, les clients, en gros, je vais simplifier un peu. Ethereum, c'est un protocole qui décrit des normes pour que des ordinateurs interagissent entre eux, pour que des logiciels interagissent entre eux. Et après, il y a plusieurs manières d'implémenter ces normes. Chaque fois qu'une équipe a écrit du code pour implémenter l'une des manières d'implémenter ce protocole, en fait, ça donne un client. Et donc, concrètement, un client, c'est un logiciel, en fait, que vous allez faire tourner sur votre ordinateur ou sur votre serveur. Et donc, effectivement, vous en avez plein. C'est volontaire, hein, c'est pas un bug, c'est une feature, comme on dit dans le métier. La raison à ça, elle est assez simple, c'est que les développeurs étant des êtres humains et les êtres humains n'étant pas parfaits, il y a parfois des clients qui peuvent avoir des bugs, on ne sait pas, des bugs qu'on n'a pas encore trouvés. Et en fait, si on avait le même client pour l'ensemble d'une blockchain, par exemple, une blockchain qui ne fonctionnerait que sur un seul client, si ce client a un bug, l'ensemble de la blockchain est par terre. Et d'ailleurs, c'est ce que certaines blockchains, que je ne citerai pas ici par pudeur, mais qui ont peu de diversité au niveau de leurs clients, c'est ce que certaines blockchains ont dû affronter. Et bam, hop, on découvre un bug, et bam, le truc est par terre pendant 3 jours, et plus personne ne peut valider de ce point de vue. Sur Ethereum, c'est un peu différent, vu qu'il y a une communauté qui est beaucoup plus vivace et beaucoup plus importante, il y a plein de clients différents, et donc même si un client a un problème, vous allez vous retrouver très rapidement, en fait, la blockchain, elle continue de tourner, quoi. Et après, au niveau du choix que vous pouvez faire, ma recommandation, c'est d'aller vers les clients qui sont minoritaires ou qui sont pas forcément le plus minoritaire, mais en tout cas pas le client qui est le plus utilisé. Vous pouvez trouver assez facilement en ligne les répartitions du nombre d'instances des différents clients installés. Et le but, c'est de maintenir un équilibre entre ces différentes instances, de maintenir une diversité sur le réseau. Et donc pour ça, choisissez un client. Franchement, ils sont assez équivalents en vrai, hein. Il y a des petites différences ici et là, mais en vrai, c'est assez équivalent. Choisissez un client qui n'est pas celui qui est utilisé par tout le monde, quoi. Et vous, ça vous donnera aussi de la stabilité, parce que le jour où, sur le client qui est utilisé par tout le monde, il y aura un problème et que la moitié du réseau sera par terre, vous serez encore là, sachant qu'on rappelle que sur Ethereum, en fait, le mécanisme de sanction est conçu pour que plus vous êtes offline en même temps que beaucoup de gens, plus vous êtes pénalisé. Donc, si la moitié du réseau est par terre et que vous êtes dans cette moitié, vous allez être plus fortement pénalisé que s'il y a 5% du réseau qui est par terre et que vous êtes dans ces 5%. Voilà, donc allez vers un, voilà, merci, allez vers un client, genre un Teku par exemple. Moi, pour la petite histoire, moi je suis sur Teku et sur Besu, ça fonctionne très bien. Je vois que malheureusement on est encore assez minoritaire, mais vous pouvez en prendre d'autres, hein. Aucune obligation d'aller vers cette solution-là. Moi c'est ce que j'ai choisi, mais ça c'est propre à chacun, quoi. Tout à fait. Moi, je crois que j'ai Nethermind et Lighthouse de mémoire, tu vois. Donc, c'est un autre combo. Vous pouvez faire le combo que vous voulez. Et comme l'a dit Jérémy, il faut vraiment prendre des clients minoritaires pour la diversité du réseau et aussi pour vous protéger, vous, si jamais il y a un souci sur les clients majoritaires. Donc, vous avez tout intérêt à prendre des clients minoritaires, en fait. Ça pousse encore une fois la décentralisation, hein. C'est ça. Ouais, complètement. On disait, Et ça a été pensé, hein. C'est-à-dire, c'est comme tu l'as très bien dit, c'est pas un bug, c'est une feature. C'est l'idée même d'avoir plusieurs clients a été pensée et inclus même dans le proof of stake, puisque la pénalité est plus forte s'il y a un client majoritaire qui a un souci. Donc en fait, vu que la pénalité est plus forte, ils ont créé cette pénalité forte justement pour inciter les gens à prendre des clients minoritaires en disant comme ça, s'il y a un bug, vous aurez des pénalités bien plus faibles si vous faites tourner des clients minoritaires. Donc dans le fonctionnement même du proof of stake d'Ethereum, ça a été pensé. C'est assez intéressant. Je trouve comme architecture. Ouais, c'est ça.
Cool. Bon, Ouais, bah, et puis c'est aussi un argument pour Rocketpool parce qu'il y a une vraie diversité de clients. Et du côté de Lido, ils sont 29 validateurs, mais il y a qu'un seul, il y a qu'un seul client de mémoire qui est pris en compte. Donc si jamais il y a un problème sur ce client-là, eh bien c'est absolument tout le protocole Lido qui subit des pénalités. Et, sinon, à part ça, il y avait une question excellente de Jérémy qui demandait, vous pouvez évoquer la différence entre les clients execution layer et consensus layer et les conséquences de centralisation de certains de ces clients, exemple Get. Est-ce que Yes. quelqu'un se sent d'attaque à aborder cette question? Ouais, c'est un peu technique, donc je vais pas rentrer trop dans le détail, parce que ça sort un peu du cadre de cette conversation. L'execution layer, en gros, il gère ce que gérait Ethereum avant le passage en proof of stake. Donc, c'est les transactions, les mempools, le state d'Ethereum et les blocs entre eux pour vérifier qu'ils sont corrects. Donc, vous avez le gossip des transactions, le gossip des blocs, la mise à jour du state d'Ethereum, tout ce qui se passait avant le passage en proof of stake. Tandis que le consensus client, c'est un logiciel qui est arrivé après, quand on est passé de proof of work à proof of stake. Il a fallu créer un nouveau logiciel pour être capable de gérer le proof of stake, parce que le proof of stake, c'est vachement plus complexe que le minage au final avec le proof of work. Et ce nouveau logiciel, on l'appelle le consensus client. Donc lui, il gère la beacon chain, il gère les attestations, les votes, les proposals, bref, il gère vraiment la partie consensus du proof of stake. Si on devait le résumer, c'est à peu près ça. Ces deux clients font du gossip, donc ces deux clients communiquent avec leurs nœuds voisins à chaque fois, et ces deux clients communiquent entre eux, donc le consensus client, il communique en permanence avec l'execution client pour justement lui dire quel est le bloc canonique sur lequel il doit construire, etc. etc. Qu'est-ce que ça implique ensuite en cas de bug? En fait, si le client que vous faites tourner est un client majoritaire et que ce client a un bug, vous risquez des pénalités qui sont plus ou moins intenses. Donc, soit du slashing, si c'est un bug qui crée par exemple des doubles votes sur le réseau, soit de l'inactivité leak. Et l'inactivité leak, en fait, c'est plus il y a de personnes absentes sur le réseau, plus vous perdez. Et donc, si vous faites tourner un nœud qui est présent à 84% comme get, et que du coup 84% des validateurs tombent du jour au lendemain, l'inactivité leak que vous allez recevoir, elle va être massive, quoi, parce que globalement, vous faites tourner quelque chose que tout le monde fait tourner. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux faire tourner, je simplifie, hein, c'est plus complexe que ça, mais il vaut mieux faire tourner un client qui est minoritaire. Voilà, en 2 mots. C'est très théorie des jeux, tout ça. Ouais, complètement, ouais. Exactement. Il y avait une question sur les rendements, là, hop, Vortas, sur les rendements sur Ethereum. Effectivement, MDR Lucky a répondu. Sur Rocketpool, on est sur les 7 derniers jours, on est à 3,12 sur de l'Ether que tu confies à Rocketpool pour être stacké. Et si tu fais tourner toi-même ton propre nœud et que du coup tu participes vraiment au réseau et que tu permets à d'autres personnes de staker de l'Ether, en fait, tu vas récupérer 15% des récompenses des Ethers que tu as permis de staker en faisant tourner ton nœud. Donc en gros, tu mets 8. 32 moins 8, ça fait 24 si je compte bien. Tu as 24 Ethers qui te sont confiés par Rocketpool et donc tu vas récupérer 15% des récompenses sur ces 24 Ethers. Donc en gros, c'est pour le dire différemment, c'est une manière de faire levier sur les Ethers qui te sont confiés par d'autres. Et donc là, on monte à un peu plus de 7% en récompense, plus, je ne rentre pas trop dans le détail, je ne veux pas perdre tout le monde, mais plus des récompenses en RPL, qui est le jeton natif qui est issu de Rocketpool et qui permet en gros de stabiliser l'activité des opérateurs de nœuds. Donc voilà, ça c'est ce qui est possible aujourd'hui d'obtenir sur Ethereum, sachant que voilà, c'est du rendement sur une grosse crypto-monnaie, sur une majeure comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Et à terme, ça devrait tendre de toute façon vers du 2,5, quelque chose comme ça. 2,5, c'est un peu un objectif long terme. Ouais, en parce fait, que plus il y a de validateurs, plus le rendement descend. C'est ça. Et inversement. Voilà. Et par contre, tu l'as bien précisé, parce que je ne sais pas si c'était clair quand on en a parlé tout à l'heure. Quand vous êtes sur Rocketpool, vous pouvez être 2 acteurs en fait. Vous pouvez être la personne qui fait tourner le nœud validateur chez lui, qui a les 8 Ethers et qui en reçoit 24. Ou vous pouvez être la personne qui donne des Ethers à Rocketpool pour que justement des gens puissent avoir 24 Ethers fournis par le protocole. Et c'est pas les mêmes rendements, hein, et c'est pas la même participation pour le réseau. Celui qui fait tourner un nœud validateur chez lui, il contribue vraiment à avoir un nœud et un validateur chez lui. Celui qui donne juste ses Ethers à Rocketpool, il permet de faire en sorte que d'autres personnes fassent ça, mais il ne le fait pas lui-même. Et quand vous donnez vos fonds, vos Ethers à Lido, vous ne contribuez pas beaucoup à la décentralisation parce que Lido, dans tous les cas, ils n'ont que 29, 32, je ne me rappelle plus, nœuds validateurs, si vous voulez, chez eux. Et que vous donniez des Ethers en plus pour eux, ça ne changera rien, quoi. Il y aura toujours 32 nœuds et ils seront toujours autant. N'allez pas chez Lido, n'allez pas chez Lido. On les adore, court terme. n'allez pas chez eux.
À court terme, vaut mieux éviter. Ils vont se décentraliser avec le temps, mais aujourd'hui, là, 2023, c'est pas encore extrêmement décentralisé. C'est ça. Votez avec vos pieds, votez avec vos éthers. Allez mettre vos trucs ailleurs que chez Lido. Bon, après, il vaut peut-être mieux être chez Lido que de le foutre directement sur Kraken, sur Binance. Après, sur Wire, hein. on est voilà, pour, il y a une gradation. on est pour la décentralisation du liquid staking. Donc voilà, Rocket Pool fait partie des prétendants. Il y en aura d'autres qui arriveront. Donc voilà, si on arrive à 5 fournisseurs différents, ce sera déjà pas mal. C'est ça. Et t'as raison, j'ai vu, on n'a pas parlé du pire, qui est qu'on peut directement passer par les échanges centralisés, et donc on peut faire On du n'a même staking. pas parlé tellement on n'imaginait pas que c'était une possibilité. C'est ça. Quoi. C'est comme moi, j'avais oublié que ça existait, mais vous pouvez staker sur Binance, sur Coinbase, mais effectivement, on ne le recommande pas, sauf aux grands débutants qui effectivement ne font même pas de manip sur la blockchain. Ça reste pratique pour eux. C'est ça. Bon, allez, dernier sujet. Il n'y a pas que Bitcoin et il n'y a pas que Ethereum dans la vie. Il y a aussi d'autres blockchains. Et TK, tu nous disais en introduction que tu t'avais commencé à te faire une spécialité de. Alors là, on arrive dans la partie. Voilà, il est 13h30, enfin 13h13, pardon. On a faim, on n'a pas mangé. On a un qui va attaquer un peu. Tu te spécialises dans la chasse aux shitcoins, tu nous disais, et dans le fait de chercher des toutes petites capitalisations du bas du tableau pour utiliser tes GPU. Alors, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus ? Oui, en gros, enfin, c'est le truc, c'est comme tu l'as dit, tu l'as très bien expliqué. Soit tu vas effectivement sur du minage de Bitcoin ou sur du staking d'Ethereum, mais effectivement, il y a des gros freins à l'entrée, hein, donc que ce soit le matériel d'un côté ou les fameux 32 Ethers, encore une fois, en fonction de quand tu les as achetés, ça peut représenter une somme plus ou moins importante. Et donc, tu as ces deux gros choix-là. Et puis après, tu peux effectivement te diversifier, aller vers d'autres coins, d'autres projets, d'autres technologies, etc. Il y a actuellement, je crois qu'il y a plus de 30 000 crypto-monnaies différentes qui sont référencées sur des plateformes comme CoinGecko, CoinMarketCap. Ça ne veut pas dire que les 30 000 ont un intérêt excellent et que ça va changer le monde, on est bien d'accord. Mais je pense clairement que, il n'y a peut-être pas non plus que deux grosses crypto-monnaies. Il y a probablement de la place pour d'autres plus petits projets, etc. Et donc, effectivement, moi, c'est plutôt que de vouloir, entre guillemets, m'entêter sur les deux plus gros avec mon matériel, j'ai préféré très tôt me diversifier, aller vers justement ces coins plus petits où il y a beaucoup moins de mineurs, où la concurrence est donc beaucoup moins rude, mais où on est sur des capitalisation, des micro-caps, comme on appelle ça, donc vraiment des tout petits projets. Et il y a un peu un phénomène de chercheur d'or, etc. Puisqu'en fait, je mine pas non plus tout et n'importe quoi. Je fais beaucoup d'analyses techniques. J'étudie les projets, ce qu'ils proposent, s'il y a une team derrière, si elle est connue, si elle n'est pas connue, la tokenomique, etc. Donc c'est vraiment un travail à temps plein. Et comme ça, je sélectionne plusieurs projets en fonction de ce qui sort et je me positionne dessus, que ce soit soit quand c'est du minage, effectivement, parce qu'on parlait de minage, moi je suis équipé de cartes graphiques, donc je fais une forme de minage, mais également sur des projets qui fonctionnent donc en staking, en node, en masternode, etc., puisque il y a en final c'est la technologie qui est utilisée par plein d'autres projets, et donc ça fait partie de mon truc, et effectivement une partie des gains qui sont générés par cette activité-là me permet notamment de réinvestir dans du Bitcoin, dans de l'Ether, sans devoir directement mettre la main au portefeuille, si je puis dire. Ok, donc il y a quand même une fuite vers la qualité, c'est-à-dire que tu mines des projets qui sont des plus petits projets, mais bon, une fois que ça a bien monté, tu rabats sur du BTC ou sur de l'Ether, quoi. Il y en a que je garde depuis de longues années et qui performent en tout cas, mais effectivement il y en a c'est vraiment du mine and dump, hein, donc tu mines une crypto-monnaie, si elle prend de la valeur, tu vends et tu te repositionnes sur de plus gros acteurs. Mais il y en a que j'ai miné et que j'ai continué à garder et qui ont surperformé à l'heure actuelle le marché bien plus que Bitcoin et Ethereum, mais on est dans des cas extrêmes. Enfin, comme toujours, hein, c'est pas tous les projets qui font ce genre de perf, hein, on est bien d'accord. Comment tu gères ta ferme de minage concrètement? Comment ça se passe? C'est chez toi, c'est dans ton garage, c'est dans un hangar en Islande? Ah non, moi je suis resté à la maison. Parce que j'aime avoir le matos. Enfin, j'ai beaucoup de mal, alors que je le fais quand même en partie, mais j'ai beaucoup de mal à me dire qu'il y a du matos quelque part ou sur lequel je peux pas mettre les mains. Moi j'aime bien bidouiller, j'aime bien avoir, comme on dit souvent, les mains dans le cambouis. Donc j'aime justement pouvoir avoir mes machines, les toucher, les modifier, faire
s'il y a des réparations à faire ou autre. Voilà, c'est quelque chose que j'aime, et je suis très content justement d'avoir le matos à disposition chez moi, plutôt que ok dans une ferme de minage, mais où j'aurais juste un tableur qui me dit bah voilà, vous avez miné autant, la machine a fait autant, etc., etc. C'est un choix personnel, puisque j'aurais pu choisir de faire autrement, mais voilà, moi c'était ma façon de faire en fait. Ok, trop bien. Et pour ta production d'électricité, du coup, tu es sur du EDF, tout ce qu'il y a de plus classique, ou justement tu as du panneau solaire, Je de suis en Belgique, moi, l'éolien? donc ça change déjà. Ouais, Mais effectivement. oui, effectivement, tout ce qui est, de toute façon, tout ce qui peut réduire ta facture d'électricité, quel qu'il soit, hein, donc que ce soit de l'éolien, un contrat avantageux, du panneau solaire, c'est intéressant. Et puis il faut savoir, effectivement, c'est un point qu'on n'a pas abordé au niveau du minage, mais qui dit consommation d'électricité dit également production de chaleur. Alors bon, bah, vous allez me dire l'été, bah, il fait chaud, ça n'a pas trop d'intérêt, mais en hiver, bah, effectivement, ça peut être intéressant pour ceux qui ont envie d'avoir une alternative typiquement à leur chauffage traditionnel, puisqu'au final, avoir un radiateur qui va vous consommer 1000 watts par exemple pour vous chauffer, ou avoir une machine qui va vous consommer ces mêmes 1000 watts, mais en contrepartie va vous rémunérer dans X ou Y crypto-monnaie, bah moi c'était un peu le choix que j'avais fait. Et puis voilà, ici l'hiver qui approche, C'est un c'est sauna en un fait des avantages. chez TK Mining, il fait 40 degrés. Ah, il fait pas 40 degrés, mais l'été dernier, j'avais eu 38 degrés à la maison. Je peux dire qu'il faisait chaud, mais ici il Là, fait bon. j'ai Regarde, je suis en découvert la semaine. t-shirt ou je vous vois tous en pull, moi je suis en t-shirt, les gars. Je sais pas s'il y a une C'est le coïncidence. microclimat de la Belgique, ça, c'est sûr, c'est ça. J'allais dire. J'ai découvert la semaine dernière une entreprise qui vendait des radiateurs, justement, qui font alors, Ouais. de la data. Je pense qu'ils font du mining derrière. Justement, ils te donnent une petite partie là. Ils te donnent 18 centimes pour chaque euro de kilowattheure dépensé. Mais eux, ils utilisent ça pour faire du mining derrière. Tu dois connaître le nom de l'entreprise, peut-être, TK. J'ai oublié, moi, le nom en tant que tel. J'ai Je découvert crois que ça. c'était Wise Mining qui fait ça, parce qu'au début ils faisaient une chaudière, la chaudière Sato, où en fait c'est un ballon d'eau chaude dans lequel ils ont mis des ASIC, et puis en fait ça a quand même un certain prix, et puis ils ont fait l'alternative avec un radiateur que tu places effectivement, ou avec une puce ASIC derrière qui s'occupe de chauffer, et je crois que c'est Wise Mining. Il y a peut-être des concurrents qui se sont lancés, mais à l'époque moi Ouais, c'était Wise Mining. Ouais, c'est vachement intéressant comme concept, j'aimais bien. Aujourd'hui, du coup, toi, tu t'es majoritairement orienté vers le mining, ou tu as aussi développé une partie nœud validateur pour des blockchains proof of stake comme Cosmos, Polkadot, Ethereum, j'en sais Moi trop. j'ai touché à tout. À partir du moment où ça valide la blockchain, que ce soit du minage ou du node, c'était vraiment mon objectif, parce que moi je suis un gros fainéant. J'ai pas envie de passer mes journées à trader des coins, à acheter, vendre, etc. Alors que comme tu l'as très bien dit, une fois que la machine est lancée, que ce soit le minage ou le node, ça tourne tout seul. Alors, à part si tu as vraiment un gros problème, ça fonctionne tout seul, et t'as pas à te prendre la tête, à surveiller, à voir si tout va bien, etc. Que le marché monte, que le marché descende, bah, tu continues à valider, tu continues à générer des rewards en crypto-monnaie. Donc moi, c'était vraiment mon objectif. Et donc oui, j'ai des tonnes de nodes sur plein de projets différents. Je fais du minage avec mes GPU, je fais plein de choses, quoi. Est-ce que tu peux citer quelques projets proof of stake sur lesquels tu as un nœud validateur, ou tu as le droit de dire que tu ne veux pas répondre à cette question? C'est autorisé. Moi j'ai pas de problème, Mais- parce que j'en ai déjà partagé. Quand je les partage en vidéo, généralement, moi j'ai des nodes sur le projet Flux, sur le projet Morpheus Network, sur le projet Streamer, le projet Presearch, indirectement Ethereum. J'ai eu des nodes Horizon que je n'ai plus, j'ai eu des nodes Firo que je n'ai plus. J'ai eu une multitude de trucs, quoi. Ok. Et si tu n'as pas choisi Polkadot, Cosmos, ce genre de blockchain, c'est parce que j'imagine le ticket d'entrée est très très élevé. Enfin, il faut beaucoup de dots, par Donc exemple, pour être ouais, en tout cas, par validateur exemple, sur sur Polkadot. Atom, je fais du staking, parce que effectivement, Atom, moi, quand je me suis intéressé à Atom, le node validateur en lui-même, posséder réellement le node, c'était un ticket d'entrée beaucoup trop élevé pour moi. Ouais, c'est ça. Donc moi, je fais du staking d'Atom, ça oui, mais j'ai pas le node, parce qu'effectivement, Ouais. quand on parle du prix des nodes, il y a des prix, tout le monde dit toujours 32 Ethers, c'est 64 000 $, c'est super cher. Non, non, il y a des nodes à 500 000, 1 million de dollars. Ethereum, au final, c'est très cher. Je suis le premier à le dire, 32 Ethers, c'est très cher, mais Ethereum fait partie quasiment des nodes les moins chères qu'on peut monter. C'est Parce triste que à dire. c'est ce que je voulais dire au final, c'est qu'un nœud validateur sur beaucoup de blockchains proof of stake, c'est très peu accessible en fait, parce que souvent le ticket d'entrée, le nombre de coins nécessaires est très très élevé. C'est pas tant le Ouais. nœud et le matériel informatique, c'est vraiment le ticket d'entrée en coin. Et de mémoire, Polkadot, c'est 1 million de dots. Alors que tu peux te les faire déléguer, mais va réunir 1 million de dots, quand même, c'est quasiment 4 C'est millions ça. de dollars. Bon, il faut se lever tôt le matin, quoi. Enfin, C'est Bah, pas pour tout le monde. Je sais pas si des tickets d'entrée aussi gros sont très compatibles avec le terme de décentralisation, mais je pose ça sur la table. Hein. Après, chacun ouais, verra c'est midi à sa porte. c'est un sujet, ouais, c'est un sujet.
Et Après, débat. l'oligarchie est une forme de décentralisation, après tout. Voilà. tu Ah, nous par- l'oligarchie est plus décentralisée que l'autocratie, Daniel. Voilà. Donc, tu nous parlais tout à l'heure un petit peu dans le studio aussi de ton expérience sur Monero. Alors, c'est fini, si je me souviens bien. Mais est-ce que Ouais. tu peux nous dire un peu ce que tu as fait avec Monero, pourquoi et pourquoi finalement tu as arrêté de le faire? Ah ben, tout simplement, en fait, donc moi, le principe de crypto-monnaie anonyme, je dis toujours, c'est très clivant. Soit on aime, soit on n'aime pas. Ceux qui vous diront qu'ils n'aiment pas, c'est à cause de la régulation qui arrive, ça va être très difficile à développer, etc. etc. Moi, je fais partie des gens qui trouvent que c'est indispensable. Je dis pas que tout le monde doit avoir des crypto-monnaies anonymes, mais je trouve que c'est extrêmement important qu'on ait cette possibilité-là. Monero étant la numéro 1, effectivement, moi, je me suis fortement concentré sur celle-ci à l'époque. Et à l'époque, Monero pouvait être miné, on pouvait déjà le miner au processeur, mais on pouvait le miner au GPU, donc la carte graphique. Donc moi, c'est pour ça que à l'époque, j'ai pu en miner. Et puis Monero a dû faire face à notamment l'arrivée d'ASIC sur son réseau. Enfin, ils ont à chaque fois forqué, donc à chaque fois, ils ont changé leur algorithme de minage pour éviter que les ASIC ne soient présents. Ouais, ça, c'est un truc ce qu'on peut accentuer un petit peu parce que c'est assez marrant dans la philosophie des développeurs de Monero. En fait, il y a cette idée qu'ils veulent pas qu'il y ait des ASIC qui accaparent le marché, comme ça a été le cas sur Bitcoin. Et donc, en fait, il est entendu que Monero, en gros, change de consensus à chaque fois change d'algo de consensus à chaque fois que finalement un ASIC commence à voir le jour. Et il s'arrange pour faire en sorte qu'on soit obligé d'utiliser, en gros, des machines généralistes, quoi. C'est ça. En fait, ils ont vraiment la volonté que n'importe qui puisse participer au réseau. Et si tu veux effectivement que n'importe qui puisse participer, tu dois partir sur le minage processeur. Parce que le processeur, on a ça dans toutes les machines, tous les téléphones, dans tout. Et donc, c'est pour ça que Monero ne veut absolument pas avoir des fermes de minage comme on peut avoir sur Bitcoin qui s'accapareraient d'une certaine façon le réseau. Donc, c'est une volonté. Et tout ça pour dire tout simplement que moi, donc à l'époque, j'ai miné du Monero. Et puis, ils ont effectivement changé d'algorithme de fait qu'à l'heure actuelle, on peut plus que le miner au processeur. On peut toujours le miner avec des cartes graphiques. Le problème, c'est que la carte graphique a les mêmes perfs que le processeur, qui coûte moins cher, qui consomme moins d'énergie. Donc, c'est un non-sens pour un mineur de miner du Monero s'il n'est pas équipé du bon matos, on va dire. Certains pourraient dire que Monero, c'est la vraie vision initiale de Bitcoin au final. Entre l'aspect privacy et l'aspect processeur accessible pour tous. Je ne veux pas lancer le débat et je mets une petite pique comme ça, mais Moi, on pourrait presque dire que Monero, c'est la vraie philosophie de Bitcoin, quoi. Honnêtement, moi je trouve que Monero fait partie des blockchains et des projets qui sont le plus sous-cotés parce qu'effectivement, on en parle très peu, alors que c'est un coin qui met la vie privée des gens au centre. Et quoi qu'on en dise, la vie privée, c'est quand même, je sais pas, quelque chose d'important, il me semble. C'est un droit. Le fait de ne pas avoir ton relevé bancaire accessible à tout le monde en ligne pour l'éternité, bon, on peut quand même estimer que par défaut, on estime que les gens sont honnêtes et font pas des dingueries. Et puis, effectivement, deuxièmement, c'est un jeton qui a vraiment au cœur de sa philosophie de minage et de minage le fait de décentraliser les choses avec ce truc de changer l'algo à chaque fois pour éviter l'apparition d'ASIC, quoi. Pour moi, on est sur un... Et ils ont créé Elle est une telle vraiment inflation, sous-cotée, je trouve. ils ont un budget sécurité prévu ad vita aeternam, contrairement à Bitcoin, puisqu'ils ont changé leur processus. Ils vont dépasser les 21 millions, parce que je crois que de mémoire c'était 21 millions, et ils vont avoir 0,3 Monero de Coinbase ad vita aeternam, et pas ce système de division par deux qu'il y a eu sur Bitcoin. Ça a fait débat, mais en tout cas ils l'ont fait. Donc c'est toujours intéressant de le comparer à Bitcoin, je trouve, Monero. Ouais, complètement. Ouais. Moi, j'avais une question pour TK. Qu'est-ce que tu as comme connexion Internet à la maison pour être capable d'avoir autant de nœuds en parallèle? J'imagine que tu as quelque chose qui envoie quand même pas mal. Ah bah non, justement, Non on est très mal équipé en Belgique par rapport à la France. En tout cas, moi, je vis en pleine campagne, donc tu oublies la fibre, tu oublies tout ça. Et donc, effectivement, pour moi, en tout cas, sur beaucoup de... donc, le minage, ça consomme pas beaucoup de bande passante, ça va. Mais sur beaucoup de nœuds, il y a des nœuds qui demandent des connexions relativement faibles. Et donc là, je peux les avoir à la maison, c'est pas un problème. Mais effectivement, à partir du moment où il faut des bandes passantes plutôt élevées, moi je suis obligé, c'est ça qui m'embête, ça va à l'encontre même de la décentralisation, mais je suis obligé de passer par des VPS, donc de louer des machines dans des data centers, parce que je n'ai pas la capacité informatique, enfin, donc là c'est la connexion internet, de l'avoir. Le matos je l'ai, c'est pas un problème de hardware et autres, c'est voilà, moi j'ai choisi de vivre à la campagne, il y a juste la DSL, voilà, et donc ça je suis effectivement bloqué sur certains projets où je suis obligé de passer par du data center parce que j'ai pas le choix, quoi.
Ouais, ça c'est vachement important et c'est le trade-off qu'ont pris certaines blockchains. On n'a pas trop évoqué Solana tout à l'heure, on l'a dit entre deux mots, mais c'est le cas de Solana où on peut avoir le matos à la maison si on veut. L'hardware coûte cher, mais il reste accessible, hein. Par contre, bon courage pour avoir la bande passante nécessaire pour faire tourner un nœud Solana chez soi. C'est juste très très difficile. C'est pas impossible, mais c'est extrêmement difficile. Et au final, on se retrouve à être obligé de passer par un data center, ce qui est un trade-off de décentralisation différent. Je dis pas que c'est pas bien ou pas bien, je dis juste que c'est un trade-off différent et il faut l'assumer, quoi. Exact. Ouais, parce qu'il y a la décentralisation individuelle, la décentralisation géographique aussi. Parce que enfin, un des points importants, c'est qu'effectivement, sur les grands data centers, c'est des problèmes de coupure ou des incendies, hein, on ne parle pas d'OVH et tout ça, ça chamboule pas mal. Donc la décentralisation est à la fois protocolaire, à la fois géographique, à la fois, on va dire, juridique, dans le sens que ça n'appartient pas aux mêmes personnes. C'est un sujet complexe. Voilà. Ouais, tout à fait. De toute façon, la décentralisation, c'est tout un spectre, hein. C'est pas quelque chose, on peut pas dire que quelque chose est décentralisé ou ne l'est pas. Il y a tout un tas de paramètres à analyser. Et à la fin, Plus c'est ou pas moins blanc ou noir, décentralisé. hein. On est plus ou moins décentralisé selon plus ou moins de critères divers et variés. Et donc, l'idée, c'est de tendre vers un maximum de décentralisation quand c'est son objectif. C'est le cas d'Ethereum, par exemple, qui tend vers ça. D'autres blockchains ont dit non, nous, on va mettre le cursus au milieu. On trouve que c'est suffisant. C'est le cas de Solana, par exemple, et d'autres blockchains. Et ça peut être OK, hein. Peut-être que c'est eux qui ont raison. L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, c'est pas les mêmes choix initiaux qui ont été faits. Ouais, parce que même si à un moment donné on arrive à un bon technologique au niveau de notre smartphone qui serait fou, qui ferait qu'on pourrait tous avoir des batteries qui s'usent quasiment pas et on pourrait tous avoir des nœuds sur notre batterie, on pourrait se dire tout le monde a un smartphone et tout le monde a un nœud et donc il y a autant de nœuds que d'individus et tu te dis bah voilà c'est super décentralisé. Bah si on a que 2 types d'OS ou 3 types d'OS comme c'est à peu près le cas aujourd'hui, bah, ça ne se tient qu'à 2 plateformes technologiques ou 3 plateformes technologiques, ce qui est pas si décentralisé que ça au final quand on y réfléchit bien. Donc voilà, il y a vraiment cet aspect-là c'est plus ou moins décentralisé, comme tu dis, il y a plusieurs spectres de vision. Et aussi les pays où c'est, hein, parce que la réglementation sur un pays peut être plus ou moins batteuse. Qu'est-ce que tu nous Tout à fait. montres, monsieur? Qu'est-ce que vous nous montrez, monsieur Wauquiez? C'est Voilà, la par localisation contre, des notes sur Ethereum dans c'est par ça. le Bon, pays. après, c'est tous ces sujets à caution, toujours ce genre de stats, hein, parce que les gens peuvent utiliser des VPN pour Des VPN. Mais bon, ça donne une idée, quoi. En tout cas, les États-Unis sont bien représentés. Ouais, de toute façon, les blockchains sont très occidentalisés aujourd'hui dans leur nœud. C'est-à-dire que les nœuds sont à 95% en Occident. Ouais. Ça changera sans doute. Mais... Sachant qu'en fait, énormément de mineurs sur des endroits avec des grands surplus énergétiques passent par satellite, parce que là où ils vont aller chercher le jus, il n'y a pas de connexion, et donc sont quasiment tous localisés en Europe. Par exemple, le matériel de minage de Sébastien est belge au niveau de ses IP. Ce qui fait que d'ailleurs, Cambridge part du principe que les minages de Sébastien Gouspillou sont sur le mix énergétique belge, ce qui n'a absolument rien à voir. Donc voilà. Comme quoi. Et du coup, Monsieur TK, c'est le fournisseur de Sébastien. Exactement. Exactement. C'est lui qui fait l'antenne relais. Il fait l'antenne relais. Mais comme d'habitude, il est toujours le bienvenu s'il veut. Bon, allez, on va conclure cette émission des chroniques d'Alira pour aujourd'hui. C'était hyper cool, Monsieur TK, d'avoir pris ton temps pour nous partager ton expérience et ta vision sur le minage, le staking et la participation aux blockchains, parce que voilà, les démocraties et les blockchains ne tiennent que tant qu'elles sont défendues par les gens qu'elles concernent. Le jour où vous arrêtez de défendre vos démocraties et vos blockchains, elles disparaîtront et vous pourrez vous en prendre à vous-même quand vous entendrez le bruit des bots. Voilà. Donc merci beaucoup d'avoir partagé ta vision de tout ça. Si vous souhaitez en savoir plus sur les blockchains ou sur l'IA, puisque maintenant nous faisons aussi de l'IA, et devenir un professionnel du secteur, vous pouvez rejoindre l'une de nos formations pour les développeurs, pour les consultants, pour les spécialistes de la finance centralisée, blockchain, IA. Vous avez tout qui est expliqué sur notre site web alira.fr. On organise un webinaire d'ailleurs lundi à 18h sur nos formations IA, sur nos parcours IA. Si vous voulez vous y inscrire, vous avez le bouton d'inscription sur alira.fr. Voilà, il est genre en plein milieu de la page d'accueil, c'est immanquable. Et du coup, je vous remercie à tous et à toutes, je remercie tous et toutes d'avoir participé à ce live, aussi bien dans le chat que les invités qui étaient là. C'était un vrai plaisir d'échanger avec tous. Prenez soin de vous et puis à très très bientôt. Bon appétit. Merci à tous. Merci. Bon appétit.